Sa présentation est intitulée Roberto Art et le processus linguistique transculturel de la langue des Argentins. Apolline Pardios du laboratoire Imagé. Bonjour à tous. Donc je suis désolée, je n'ai pas d'introduction en anglais car je ne voulais pas vous infliger mon terrible accent, mais dans cette présentation je pense aura servi de base. Donc pour me présenter d'abord, je suis en première année de thèse dans le domaine de l'hispanisme et plus précisément j'analyse les traductions françaises des principales œuvres, pas toutes les œuvres, mais les principales simplement, d'un auteur argentin, donc Roberto Art, on peut dire Roberto Art entre nous, c'est pas grave. Ma recherche à la croisée des domaines de la littérature et de la traductologie s'inscrit dans les notions abordées aujourd'hui, a fortiori celle de transdisciplinarité. En effet, mon analyse des traductions s'appuie sur l'idée selon laquelle il semble paradoxal de mener une étude, de vouloir traduire ou analyser une traduction littéraire sans mener au préalable une étude littéraire de l'œuvre, justement pour baser cette traduction. C'est cette étude préalable de l'œuvre que je tâche en ce moment de mener à bien et dont j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Cette étude attache une importance particulière à la langue de Art. Donc je vais vous en parler tout de suite. Je vous demanderai simplement d'être clément car ce que je vais vous présenter ne sont que des synthèses de lecture pour l'instant et quelques premières hypothèses que j'aimerais justement mettre à l'épreuve de la discussion. Donc j'ai intitulé ma communication Roberto Art et le processus linguistique transculturel de la langue des Argentins. Et j'aimerais à présent expliquer le choix de ce titre. Donc comme vous le savez, l'Argentine fait partie de ces territoires qui ont été conquis par l'Espagne et où cette dernière a imposé sa langue nationale, le castillan. Pourtant, on ne peut pas dire que l'espagnol parlé en Argentine soit la copie conforme du castillan parlé en Espagne. Or, cet état de fait n'est pas récent. Dès les lendemains d'indépendance, c'est-à-dire dès le début du XIXe siècle, la question de la langue des Argentins se fait jour en réponse à un paradoxe, celui de faire d'une langue héritée une langue propre ou une langue nationale. Ce paradoxe va être renforcé suite à l'arrivée massive d'immigrants non hispanophones dans la région du Río de la Plata, c'est la région qui englobe Buenos Aires et l'Uruguay, c'est assez grand, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Or, si l'on s'accorde à penser que l'adjectif transculturel qualifie le contact entre différents systèmes culturels, contact par lequel ces différents systèmes perdent leur autonomie préalable, c'est bien un processus transculturel ou translinguistique, celui qui fait de l'espagnol la langue des Argentins. La langue des Argentins, je suis obligée de le mettre entre guillemets, car c'est une expression qui a posé problème, en fait, parce que la norme exogène, l'espagnol académique, son évolution, les transformations des usages endogènes, usages populaires ou non, se sont mêlés dans un processus complexe et non linéaire, processus qui est notamment passé par l'intégration de termes, de structures et d'expressions issus de langues et de patois divers, donc un processus d'hybridation. Pour vous expliquer le lien entre ce processus et l'analyse littéraire des œuvres en question, il me faut à présent vous présenter rapidement l'auteur en question, Roberto Art. Donc né en 1900 et mort en 1942 à Buenos Aires, c'est une figure hautement polémique du monde littéraire hispanophone. Accusé d'écrire mal par les défenseurs de l'espagnol académique, il est porteur d'une réelle révolution littéraire. À présent salué par les plus grands, la langue de Art, une langue de fils d'immigrés non hispanophones, d'enfants des bas-fonds de la capitale, a eu du mal à s'imposer. Donc, dans un souci d'analyse de l'œuvre artienne, je chercherai à revenir sur le processus translinguistique de la langue des Argentins, tout en situant à chaque fois Art dans ce processus pour mieux comprendre les enjeux des transferts culturels et des hybridations qui ont lieu dans la langue de Art. Donc, je vais partir d'un premier constat. Art soumet la langue à une triple hybridation. Donc, une première hybridation pourrait être dite régionaliste ou indépendantiste. La langue de Art mêle la norme imposée depuis l'Espagne à des structures et un lexique perçus comme des régionalismes argentins.
d'où la deuxième hybridation. Il introduit dans la littérature, donc dans le domaine de l'écrit, des composantes du langage parlé. Une hybridation qu'on pourrait dire oralisante. Et la troisième hybridation va de pair aussi avec l'antérieure, une hybridation popularisante. Il introduit dans cette région de la langue réservée aux élites, qu'est la région de l'écrit, des composantes populaires. Cette triple hybridation suffit-elle à expliquer le tumulte provoqué par la langue arletienne ? Arlt, en refusant de se plier à une norme imposée depuis l'Espagne, s'inscrit dans une tradition. Dès le début du XIXe siècle, on l'a vu, l'Argentine souhaite compléter l'indépendance politique par une indépendance culturelle ou linguistique vis-à-vis de la couronne espagnole. De fait, l'émergence d'une nouvelle langue pour les Argentins, qui exprimerait l'esprit d'un peuple désormais démocratique et progressiste, était considérée dans une conception assez essentialiste de la nation et de la langue comme inéluctable. Paradoxalement, la langue nationale est bien plus pensée par les écrivains et intellectuels dits de la génération de 1837, donc une génération d'intellectuels de Buenos Aires, et de fervents défenseurs de l'indépendance linguistique. Donc cette langue nationale, elle est bien plus pensée par ce groupe comme un projet qui reste à réaliser que comme la défense de traits typiques et préexistants du parler hispano-américain. Puisque dans les faits, comme à l'époque coloniale, les écarts par rapport à ce qui est vu comme la norme absolue, c'est-à-dire l'espagnol parlé en Espagne, sont en général considérés comme des fautes. Et les hispano-américains continuent à parler d'une manière pendant qu'ils apprennent à l'école à parler et à écrire comme les Espagnols. Je vais prendre un exemple très concret pour l'Argentine, c'est celui du voceo. Arlt va très largement l'utiliser beaucoup plus tard dans ses romans et provoquer ainsi la grogne des défenseurs de l'espagnol académique. Donc qu'est-ce que le voceo ? Le voceo, c'est une forme de tutoiement issue du latin et de l'espagnol ancien qui a été abandonné en Espagne, mais qui a néanmoins prospéré dans quelques zones d'Amérique latine et notamment dans la région du Rio de la Plata. Or, donc, la génération de 1837, dont je parlais tout à l'heure, à l'égard du voceo, a une attitude tout à fait paradoxale. D'une part, pour des raisons politiques, c'est-à-dire la guerre qui opposait à ce moment-là, les guerres civiles qui opposaient à ce moment-là les centralistes ou les unitaires aux fédéraux. Il faut savoir que les générations de 37 faisaient partie de l'élite de Buenos Aires, donc étaient plutôt unitaires. Pour des raisons politiques, ils vont contribuer à véhiculer l'idée fausse et négative selon laquelle le voceo serait un vice de langage ayant pour origine le parler peu raffiné de leurs ennemis les fédéraux qu'ils dépeignent régulièrement comme des chefs ruraux violents et incultes. D'où une image négative du voceo. On retrouvera cette même idée près d'un siècle plus tard chez les détracteurs de Arlt qui, condescendants, affirment que c'est le manque de culture et d'éducation de Arlt, lié à ses origines étrangères et modestes, qui ne lui aurait pas permis de maîtriser une langue plus raffinée, apanage des élites, donc de ceux qui critiquent, et qui l'aurait contraint à utiliser une langue populaire, voire vulgaire, maladroite, vulgaire, on a entendu un peu de tout, d'où l'emploi du voceo. Pourtant, et d'autre part, c'est pour ça que je vous parlais de paradoxe, les écrivains de 1837, qui sont empreints d'idées progressistes, ont bien plus recours au voceo que leurs ennemis, les fédéraux, lesquels ne s'affranchissent qu'assez peu d'un style néoclassique, pour faire bref. L'usage du voceo par les romantiques va en s'affirmant au fil du siècle, et cela dans le but d'approcher au plus près ce qui est l'usage national. Et donc sans valeur négative cette fois, avec une valeur positive de vraisemblance littéraire. Arlt, quant à lui, au siècle suivant, utilise le voceo sans aucune valeur négative, et pourrait-on dire comme s'il s'agissait là de la seule forme d'expression disponible pour ses personnages, ou pour le peuple argentin de Buenos Aires en général. Et cela lui valut bien des critiques, comme je vous l'ai dit. Seulement, à partir des années 1880, l'accomplissement de l'un des grands projets des intellectuels de la génération de 1837, celui de l'immigration,
avait infléchi l'attitude des Argentins vis-à-vis de l'identité et de la langue nationale. Donc certes, l'immigration avait été souhaitée par la génération de 1837 afin d'européiser la base démographique nationale et de profiter de l'influence modernisante d'un peuple européen, principalement germanique, acquis de longue date aux idéaux républicains et libéraux. Cependant, l'immigration réelle n'eut ni le visage ni les effets escomptés. À partir de 1880, affluent sur les rives du Rio de la Plata des migrants principalement venus du sud de l'Europe, d'Italie et d'Espagne, et apportant dans leurs valises des dialectes divers et des idées pour l'époque sulfureuses, socialisme, anarchisme, syndicalisme. Parmi ces migrants se trouvaient les parents de Arlt. Donc pour vous donner un ordre d'idée de l'importance de cette migration, je vous donnerai quelques chiffres. Donc il faut savoir que entre 1880 et 1914, la population argentine s'est multipliée par 4 et qu'au début du XXe siècle, le pourcentage d'étrangers en Argentine avoisine les 30%. C'est le double de celui des États-Unis à la même époque, puisqu'il avoisinerait, alors selon mes sources, les 14,5% à cette époque. Ce pourcentage est bien plus élevé dans la capitale argentine, où presque un habitant sur deux est né à l'étranger. Au début du XXe siècle encore, près de la moitié des hommes d'entre 15 et 50 ans en Argentine étaient nés en Italie. Le pourcentage d'Italiens dans la population est donc de 32,5% face à seulement 9% d'Espagnols. Donc face à cette immigration massive, on assiste à un repli identitaire nationaliste et conservateur. Les Argentins se tournent à nouveau vers l'Espagne, sa culture et sa langue. L'autre, contre lequel on se définit en creux, n'est plus l'Espagne, mais le nouvel arrivant. La volonté xénophile d'européiser l'Argentine est bientôt remplacée par le souci xénophobe de déseuropéiser les immigrants. Et comme l'arrivée des immigrants d'origine et de langues diverses fait sentir aux Argentins que leur langue est en danger, pour la défendre, les écoles répètent qu'il faut respecter les normes péninsulaires, ce qui implique l'effacement du voceo, du moins dans la langue écrite. Donc je vais utiliser 2 termes compliqués. Le lunfardo et le cocoliche sont eux aussi proscrits. Ils sont pourtant bien présents dans les écrits de Arlt quelques décennies plus tard. Donc qu'est-ce que ces mots bizarres ? Donc le cocoliche, c'est d'abord en fait le nom d'un personnage de théâtre populaire, figure caricaturale de l'immigrant italien. C'est également ainsi que l'on dénomme et que l'on singe l'infralangue, mélange d'espagnol et de dialecte italien, parlé par ces nouveaux arrivants qui ne maîtrisent pas encore tout à fait l'espagnol. Quant au lunfardo, c'est un argot de Buenos Aires qui reprend à son compte et fait dériver des termes et des expressions issus d'origines diverses. Du cocoliche à la langue des gauchos, les gauchos sont les habitants de la campagne argentine, de l'africain au verlan, en passant par le français, l'anglais et les diverses langues indigènes, donc quechua, mapuche et guarani. Cocoliche et lunfardo sont donc alors perçus comme de véritables menaces par ceux qui conçoivent la langue comme un trésor ou comme un produit fini qu'il faudrait préserver du morcellement qui la menace. Des écrivains vont même, au début du XXe siècle, dont Ernesto Quesada, vont même en arriver à lancer une véritable croisade contre le risque présumé de babélisation de l'Argentine. Pourtant et paradoxalement, le voceo, comme quelques autres particularités lexicales argentines, sont également perçus, et cela notamment par les immigrants, comme des signes d'une tradition argentine et en tant que tels comme des éléments d'affirmation de la propre identité dans l'écriture. L'hybridation oralisante que l'on retrouve dans les œuvres de Arlt n'est donc pas totalement en rupture. Elle s'inscrit même dans une tradition par rapport à la littérature gauchesca. Je ne vais pas avoir le temps de continuer sur ce sujet. Si l'œuvre de Arlt s'inscrit dans une tradition littéraire, pourquoi alors a-t-elle provoqué un tel effet ? Cette question est d'autant plus intéressante qu'à l'époque de l'écriture des œuvres de Arlt, donc dans les années 1930, la croisade contre les langues étrangères semble avoir porté ses fruits. Les campagnes d'alphabétisation et d'endoctrinement national menées conjointement par l'école, la presse et les grammairiens ont contribué à la quasi-disparition des langues de l'immigration. Et donc à une fin de ce repli sur l'Espagne qui commence à s'atténuer. De fait, à la même époque, un article publié dans la Gazette littéraire de Madrid fait scandale en proposant Madrid comme méridien culturel du monde hispanique.
Et bien des auteurs vont s'insurger contre cette idée. Et pour faire bref, parce que j'ai plus beaucoup de temps, les principaux défenseurs à cette époque-là de la langue des Argentins vont être des Espagnols eux-mêmes, qui vont essayer justement d'essayer d'asseoir encore une fois la mainmise espagnole sur l'Argentine. Qu'en est-il de Arlt dans tout ça ? Certes, il écrit au moment où la polémique quant à la langue est encore vive, et certes, il prend fait et cause pour une théorie plutôt qu'une autre. Mais cela suffit-il à expliquer le scandale et le rejet qu'il a pu provoquer, ou à comprendre l'engouement populaire qu'il a suscité et qu'il suscite encore ? Cela suffit-il à comprendre comment et pourquoi ces œuvres ont été si longtemps ignorées dans les programmes universitaires argentins pour être ensuite redécouvertes, puis revendiquées par des groupes idéologiques divers ? Mon hypothèse, pour expliquer en fait l'effet de cette langue, c'est que en fait, la féroce originalité de l'œuvre ne vient pas de la simple hybridation de la norme castillane par des régionalismes, par l'insertion de structures oralisantes ou popularisantes, mais au-delà de cela, ce qui fait sans doute scandale, c'est le fait de porter un coup fatal à l'idée même du monolinguisme d'une langue, pour reprendre une expression chère à Jacques Derrida. Il ne s'agit pas dans l'œuvre de Arlt d'imposer une langue orale, argentine, populaire, qui s'opposerait trait pour trait à une langue espagnole, normée et littéraire, mais de confronter la norme à une multiplicité d'usages, à une hybridation plurielle. Dans son œuvre, comme l'a montré Norma Carricauro, le cordonnier andalou du jouet enragé ne s'exprime pas de la même manière que les adolescents. Les adolescents eux-mêmes ne s'expriment pas de la même manière que tel travailleur pauvre de telle ou telle branche particulière. À chaque sous-groupe, son idiolecte, avec son lexique et ses structures propres. C'est cette implosion du monolinguisme qui, je crois, fait l'originalité de Arlt, et cela va de pair avec le fait que pour Arlt, il ne s'agit pas, comme dans la littérature gauchesca, d'un écrivain issu des hautes sphères qui va écrire de l'extérieur et à distance sur le monde populaire, mais cette fois-ci de prendre la parole depuis les couches populaires et de montrer que, vu de l'intérieur, les langues de ces couches populaires sont tout sauf homogènes. Donc, pour conclure rapidement, j'aimerais rappeler que la défense de la monoglossie par les élites représente avant tout un enjeu de pouvoir. En effet, la langue nationale est une construction imposée à une réalité linguistique hétérogène, et ce, dans le but de faciliter l'exercice du pouvoir en limitant le morcellement de l'État. Ainsi, l'idéal d'un État monoglotte, postulé par la Révolution française et suivi lors de la construction d'un État argentin, entraîne-t-il la répression des langues ou des modalités minoritaires et la diffusion généralisée d'une variante supradialectale, notamment par le biais de l'éducation publique. Les termes qui désignent alors le polymorphisme se teintent de connotations péjoratives, patois, dialecte, ou dans le cas de l'espagnol d'Argentine, lunfardo, cocoliche. Par ailleurs, il est important de rappeler que ce qui fait qu'une variante s'élève ou non au rang de langue nationale ne correspond pas à des critères de recevabilité linguistique, mais à des critères politiques. Une langue, selon l'aphorisme attribué à Max Weinreich, alors je ne sais pas comment ça se prononce, n'est rien de plus qu'un dialecte soutenu par une flotte et une armée. Et lorsqu'on est confronté à une œuvre aussi polémique que celle de Arlt, il est important d'avoir tout cela à l'esprit. Si la parole des immigrants ou de leurs enfants, c'est le cas de Arlt, fils d'immigrants, a tant été décriée, ce n'est pas simplement dans un souci esthétique de préservation de la langue espagnole. Il s'agit au contraire d'un processus politique de sélection du discours, en véhiculant l'idée selon laquelle les citoyens bilingues étaient des membres imparfaits de la société, en mettant en doute la validité d'une langue populaire ou métissée, de cocoliche, le lunfardo, le voceo. C'est le discours de tout un pan de la société que l'on rejette. Les immigrants, les jeunes, les plus pauvres sont ainsi en quelque sorte exclus du discours officiel. Des critères linguistiques sont utilisés pour légitimer les discours de ceux qui parlent correctement et donc pensent correctement, et pour évincer ceux qui parlent mal et donc agissent mal et pensent mal. C'est à ce type de raccourci que Arlt a été confronté. Malgré les procédures d'exclusion, de limitation du discours, malgré les tentatives de préserver une langue uniforme et homogène, dès le début du XXe siècle, on assiste en Argentine à une prolifération hétérogène de la parole, et ce notamment au travers de la presse écrite ou des productions littéraires ou à fleurs, critiques du pouvoir, parodies des élites, de leurs normes, de leurs valeurs. Ces publications trouvent
public d'autant plus large que les campagnes d'alphabétisation ont été efficaces. Face à la prolifération hétérogène des discours, le discours conservateur des élites hispano-crioches argentines cherche à se reterritorialiser dans une langue pure par une sorte de crispation du discours autour de la défense conjointe, d'une langue uniformisée, de valeurs acquises et d'un ordre social archaïque sur lequel tout cela repose. Je vais passer rapidement pour terminer. Donc, c'est d'autant plus fort cela qu'avec Arlt, c'est le domaine de la littérature qui est attaqué. C'est une des zones du discours qui est particulièrement défendue puisque c'est une zone différenciée et différenciante, pour reprendre l'expression, les termes de Michel Foucault. Ce qui se joue en fait, c'est la volonté de préserver le pouvoir dans les mains d'un groupe restreint, notamment dans la littérature. Donc le rapport de force linguistique qui se joue chez Arlt annonce la fin d'un règne, celui de l'appropriation patriarcale de la culture, mais sur un plan historique, cela va mettre plus de temps à se mettre en place. Au travers de la langue de Arlt, à la manière d'un miroir qui avance comme une montre, pour reprendre une expression kafkaïenne, s'annoncent des forces révolutionnaires à venir. L'œuvre n'est pas le simple reflet de la société telle qu'elle est, mais elle la reflète telle qu'elle s'annonce à l'heure où les pouvoirs politiques des grandes familles traditionnelles commencent à sentir qu'elles sont mises en compétition avec des secteurs montants. En donnant la parole aux marginaux, cette œuvre contribue à l'instauration d'un nouveau rapport de force, non seulement littéraire, mais aussi social et politique, capable de faire trembler les fondements d'une forteresse culturelle bâtie et protégée par les élites cultivées de bonne terre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons le temps pour quelques questions. J'avais une question en fait par rapport au texte. Je voulais savoir s'il y avait des créations, c'est-à-dire que vous avez parlé d'hybridation au niveau de la langue, et je voulais savoir s'il y avait des créations. Vous voyez ce que je veux dire, des créations néologismes voilà, inventés par lui. Voilà, ou si c'était simplement le reflet, vous avez parlé de reflet dans votre conclusion, ou bien s'il y avait justement une forme de résistance, voire d'émancipation au niveau du langage. Alors, de création qui lui soit propre, c'est difficile à dire. Je pense plus que ce qui est créatif dans son œuvre, c'est d'avoir pu amener dans la littérature différents sous-langages qui n'y avaient pas leur place, et d'avoir aussi pu montrer que le langage populaire était hétérogène, et d'avoir recréé pour chacun de ces personnages, selon le milieu dans lequel auquel il appartenait, d'avoir recréé un langage propre à chaque milieu. Ça, c'est créatif. Le lexique en lui-même n'est pas inventé par lui, mais c'est plutôt la syntaxe qui est recréée et qui n'existait pas dans la littérature. C'est un système cohérent qui reflète une réalité historique, si je puis dire. Oui. D'accord. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la façon dont vous associez dans votre travail la traduction, puisque vous avez commencé votre présentation par le fait que vous vous intéressiez à la traduction, à la traductologie et l'analyse littéraire. Donc en fait, la circulation, c'est cette espèce de double niveau de circulation d'une langue à une autre, mais aussi finalement d'une discipline ou d'un champ, d'une pratique associée à une autre. Comment ça s'articule dans votre travail ? Alors, en fait, je pense qu'une théorie de la traduction part nécessairement, quand on parle de traduction littéraire, d'une théorie de la littérature. Comment on conçoit une œuvre littéraire, ce qu'on pense que ça peut être, ou comment on pense que cela fonctionne, va forcément faire varier la manière d'approcher le traduire. Donc, pour moi, il y aurait deux postures pour traduire Arlt. Une attitude passive qui serait en fait traduire la lettre telle qu'elle apparaît, se borner à ce qui a été exprimé,
ce serait comme un lien avec une langue morte finalement. Ça, c'est ce que je ne veux pas. Et une attitude active, c'est chercher en fait quel est le processus expressif de l'auteur et chercher à répéter ce processus. Donc c'est l'aspect vivant de ce processus dans une traduction. Et je pense que c'est ça une traduction réussie. Et donc forcément, ça part d'une réflexion qui est littéraire, qui est philosophique aussi, sur ce qu'est la littérature et comment elle fonctionne. D'accord. Okay. Je ne sais pas si j'ai été très claire. On a le temps pour 2 questions, 1 et 2. Parce qu'en fait, moi, il y a quelque chose que je n'avais pas bien compris. Au début, vous avez parlé de traduction. Donc, je croyais que vous alliez travailler, que votre analyse, vous alliez la faire sur la traduction. Voilà. Et parce que justement, dans la traduction, comment ces niveaux de langue peuvent être retrouvés et, voilà, et en plus traduits dans quelle langue aussi. On va en fait justement le niveau populaire ou des marginaux, comment il peut se retrouver dans la langue cible de la traduction. Alors en fait, si j'ai choisi de ne pas parler de traduction pour l'instant, c'est qu'en fait je suis en première année de thèse et j'ai choisi de suivre un processus qui va de l'analyse littéraire, de l'analyse de l'œuvre, une analyse un peu philosophique de l'œuvre, vers la traduction. Et j'en suis qu'à cette première étape, c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ça avec vous. Oui, il y a déjà, mais je continue sur votre question, excusez-moi. Oui, il existe des traductions et mon travail, c'est de les analyser et peut-être de proposer des retraductions. Or, justement, ces traductions ont assez mal, pas toutes, mais parfois, ont assez mal, comment dirais-je, reproduit ces niveaux de langue et parce que c'est extrêmement complexe de retrouver en français une correspondance avec la langue, par exemple, du secteur industriel du métal en Argentine en 1930, à Buenos Aires. C'est pas évident. Et donc ça va forcément, et la question que vous me posez, c'est une question à laquelle je vais devoir me confronter, pour laquelle qui est mon travail de thèse, pour laquelle je n'ai pas encore de réponse à l'heure actuelle, et c'est pour ça que j'essaie de comprendre comment réellement fonctionne l'œuvre de Arlt et comment fonctionne cette langue ou ces langues, parce que c'est pas une langue mais bien une multiplicité de langues à laquelle la traduction va devoir se confronter. C'est ce sur quoi je travaille. J'espère avoir répondu. Une dernière question, Jenny Gordon. It relates to the question about translation, which is I wonder whether you think that transdisciplinary approaches to translation also imply a different way of understanding language itself. In other words, do the boundaries around what constitutes a language also have to be rethought if one is taking this approach? So for instance, in the typical way that one thinks of translation is you translate from Spanish into English or from English into French. But do the status of English and French also have to change if we're thinking about disciplines in a very different sense? Alors, je vais essayer de répondre à ce que j'ai compris de la question. Oui, c'est juste mon niveau d'anglais qui n'est pas très bon. Donc je vais répondre en français. Donc, par rapport en fait à la traduction d'une langue à une autre, je crois que dans le problème littéraire, on traduit pas justement d'une langue vers une autre, mais d'un texte plutôt vers un autre texte. Et donc, le problème, justement, c'est que là, on n'est pas confronté à une langue, mais à une multiplicité, à une langue qui se défait, en fait. Et donc, cette idée n'est pas de moi, mais de Méchonic, qui dit que pour la traduction littéraire, ce qui est important, c'est de traduire ce que fait l'auteur sur la langue, et pas la langue. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'idée d'un processus expressif. Je ne vais pas tenter dans la traduction, dans l'analyse de la traduction, de voir si on dit la même chose, mais de voir si plutôt on dit de la même manière. But in the process, do you think that new phrases are also emerging? In other words, once you abandon the view that you're sort of taking this and replacing it with this, then it's also generative, right? I mean, that you may, in doing the translation, also create phrases that are then shared in a way that wouldn't have existed before. Alors,
Je vais essayer de répondre. Je pense qu'en fait, le travail va nécessairement transformer et c'est l'idée de transformer l'idée de la traduction, même peut-être, voire de la littérature. Il y a un processus créatif de transformation. Merci. Merci beaucoup.